J'aimais le côté hip-hop qui, en fait, le writing a été inclus avec le rap, le DJing et le break en 1973 par Afrika Bambaataa. Quand il est arrivé en France dans les années 1980, on a eu tout ça ensemble et il y avait un côté subversif et un côté qui défie l'autorité parce que justement on faisait de la peinture dans la rue et que c'était illégal. Et en même temps, ça permettait de se réapproprier, je pense, un espace qui nous est dérobé par le gouvernement, par les autorités, où finalement tout est agencé pour favoriser l'économie des financiers et où finalement le social est au service de cette économie. Choisir d'investir l'espace urbain, quand on était adolescent, c'était une façon de se libérer de tous ces jougs. Je voulais être considérée et respectée et pas juste assignée dans une case. C'est, à mon avis, un des moteurs de ce qui fait que j'ai investi l'espace urbain, mais en même temps, tu avais aussi tout le côté hip-hop parce que le côté hip-hop était subversif, était une espèce de contre-culture, exprimait des choses par rapport à l'oppression. Vraiment, si j'ai choisi de faire des tags dehors, c'est justement pour troubler cette image lisse de la société et montrer que tout n'est pas juste parfait. C'est une contrainte, mais c'est pas... oui, ça peut aussi freiner, effectivement, ça m'a aussi un peu freiné parfois. Le fait que ce soit illégal, il fallait vraiment me dire, bon vas-y, j'y vais, même si c'est illégal, il faut que je le fasse. Pour moi, on parle souvent d'adrénaline, mais j'ai pas spécialement recherché l'adrénaline, sinon je ferais du saut en parachute ou autre chose. Pour moi, c'était vraiment l'idée d'aller justement transgresser cette loi et finalement de montrer que voilà, j'étais plus forte que la loi ou au-dessus des lois, ou en tout cas que ces lois n'allaient pas me contraindre à rester dans ma case. Et c'est pénible que ce soit illégal, mais comme je te l'ai dit, il fallait le faire, il fallait transgresser cette loi pour montrer que, peut-être pour montrer que ces lois sont stupides et qu'elles ne peuvent pas nous servir complètement et nous contrôler complètement. Je pense que c'est plus, au-delà d'une question d'adrénaline, une reprise de contrôle sur nous-mêmes. Parce que la loi nous contrôle finalement, elle dicte nos actes et parfois cette loi elle n'est pas forcément juste. Si la loi était juste, tu n'aurais pas de gens qui dorment dehors, tu n'aurais pas de gens qui meurent dans des guerres, tu n'aurais pas de gens qui sont violés, tu n'aurais pas de gens qui divorcent, tu vivrais dans un monde vraiment très très beau. Or, le monde il n'est pas du tout comme ça, tu as des gens qui meurent de faim, tu as des gens qui meurent sous les éclats de bombes, tu as des gens qui sont violés et du coup on voit très bien que la loi elle n'est pas efficace pour ordonner, agencer des rapports sociaux harmonieux. Du coup c'est vraiment plus qu'une question d'adrénaline, une façon de dire que ces lois ne sont pas adaptées à la société. Elles sont adaptées, par contre, à des gens qui ont les moyens de légiférer à propos de certaines choses. Et du coup, on peut avoir des ventes d'armes, on peut légaliser le nucléaire, on peut légaliser ou tolérer tout un tas de trucs parce que finalement, la loi, elle est là pour servir le pouvoir et pas l'entièreté de la société. J'ai eu des procès, des gardes à vue, j'ai été déférée, j'ai eu des amendes, j'ai aussi des fois rien eu. Quand je suis arrêtée, les policiers savent combien de fois j'ai été arrêtée. 24. Il y en a qui ont été arrêtés beaucoup plus que moi.
Je me souviens par exemple avoir fait un métro à Avron. J'ai été arrêtée sur ce métro. Le lendemain, j'allais à Bobigny. J'ai fait un métro à Bobigny. J'ai aussi été arrêtée. C'est pas grave. Je me souviens aussi, j'ai été arrêtée pour un tunnel de métro et quand on nous a relâchés, on était dans le parking et j'ai gravé un quart de police avec une petite pierre. C'est mes petites choses, mes petites fiertés personnelles. Avec l'art contemporain, par exemple, on a les accumulations d'Armand où lui, il prend carrément le réel pour faire de l'art et avec le street art, on fait plus de l'art sur du réel. Pour moi, ça fait sens. Dans l'art moderne, comme dans l'art contemporain, tu as différentes écoles. Dans l'art moderne, tu as le cubisme, le ready-made, le surréalisme. Dans l'art contemporain, on peut dire que tu as l'expressionnisme abstrait, le pop art, la figuration narrative. Du coup, dans le street art, tu aurais certaines grandes écoles comme le writing, le collage, le pochoir ou le tricot. Ça ne me pose pas de problème d'être dans ce grand ensemble à partir du moment où tout est catégorisé. On ne peut pas confondre du graphe avec du pochoir, par exemple. Et alors, je sais que tu as un débat où finalement le pochoir, le street art, ça va englober tout ce qui est le muralisme ou le pochoir ou tout ça. Et le graphe, on va l'écarter de cet ensemble. Tu as même des writers qui ont dû, pour pouvoir remplir leur frigo, se mettre à faire du figuratif. Donc le writing est encore très mal considéré. En fait, j'ai une formation, j'ai été aux Beaux-Arts et l'art contemporain, c'est pareil finalement. Tu as très peu de gens qui comprennent de l'art contemporain. Ça, je trouve, je ferais un truc d'art contemporain dans la rue, tu aurais quelqu'un qui viendrait m'embrouiller aussi. Pour ce qui est de la France, dans les années, à partir des années 2007-2008, on a eu différentes petites choses comme une vente d'art à Arcurial, spéciale art urbain, street art. On a eu l'exposition d'Alain-Dominique Galizia, Tag. Maintenant, il y a Internet, chose qu'il n'y avait pas avec l'art contemporain au début. Et il y a beaucoup de gens qui veulent, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, mettre des peintures sur leur façade. Et en même temps, tu as l'industrialisation qui permet aussi la démocratisation de l'acte de peindre parce que c'est devenu beaucoup moins cher, un tube de peinture ou une bombe. Moi, ça me fait penser par exemple aux avant-gardes où à l'époque, tu avais certains avant-gardistes qui rejetaient l'idée de vendre de l'art et de faire de l'argent avec cet art. Et ça devait vraiment être de l'ordre d'une passion, mais ça peut s'expliquer par le fait que à l'époque, certains avant-gardistes étaient issus d'une famille bourgeoise et ils n'avaient pas spécialement besoin de vendre leur art pour en vivre. Ça renvoie aussi à un côté un peu aristocratique français où l'art devait rester une passion, sinon tu devenais esclave de ce que tu faisais parce que finalement tu devais le vendre. Mais c'est quelque chose qui est propre à l'aristocratie française parce que chez les aristocrates anglais, vendre et avoir de l'argent, c'est pas du tout un problème. Du coup, tu as fait des études dans une école d'art. Et alors, parce que vendre de l'art, ça t'enlève le côté passion et ça te rend esclave du truc, tu dois finalement devenir pharmacien et t'as plus le temps de faire de l'art. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a des gens qui ne veulent pas vendre leur art et c'est un point de vue tout à fait défendable, et t'en as d'autres qui veulent vendre et vivre de leur art, et c'est tout à fait défendable aussi. Alors, juste si on se base sur la terminologie street art, il y a le mot street, donc il y a le mot rue, donc si c'est une commande mais que c'est dans la rue, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas du street art. Mais à ce moment-là, est-ce que les lampadaires sont du street art ou du design ou de l'art urbain ? C'est des frontières qui sont inframinces. Le street art, quand il est délocalisé dans une galerie, là, effectivement, c'est un peu plus complexe, puisque
la galerie, c'est plus de la street, c'est un lieu clos. Et alors, est-ce que les galeries ne devraient pas être un jardin finalement avec des toiles et du coup, ok, franchement, je crois que c'est un concept de galerie à explorer. Tu mets ta galerie dans une rue avec tes toiles exposées dans la rue et du coup là, tu es pile poil dans le street art. Ce qu'on a là en ce moment, c'est des artistes, logiquement, qui ont peint dans la rue, ou qui continuent à peindre dans la rue, qui arrivent en galerie et qui vendent des choses sur toile. Moi, je préfère l'étymologie writing qui renvoie au travail de la lettre plus qu'il ne renvoie à au côté illicite ou licite de la pratique. Qu'une lettre soit sur toile ou sur un train, on reste sur le travail de la lettre. Après, qu'elle soit sur toile, on peut mieux la vendre que sur un train, parce que le train n'est pas forcément à nous. Et en plus, si les propriétaires te découvrent, ils te font payer le truc. C'est dommage parce que quand tu as des gens qui peignent depuis 20, 30, 40, depuis 20 ans ou 30 ans et qui font des flops, des tags et qui ont eu des amendes et qui ont risqué leur vie dans les tunnels de métro et qui n'arrivent pas à vendre un flop en galerie, et tu as d'autres personnes qui n'ont jamais fait tout ça, mais qui vendent un flop en galerie, c'est perturbant, j'ai envie de te dire. C'est un côté aussi peut-être injuste. Après, peut-être que les gens qui peignent dans des métros, qui peignent dans les tunnels de métro, ils sont moins sociables, hein, et du coup, forcément, ils sont moins commerciaux, donc ils ne peuvent pas vendre leur toile en galerie parce que finalement ils sont trop entiers dans ce qu'ils sont, et les gens qui ont plus peut-être une posture d'imposteur sont plus commerciaux. Ça les dérange pas finalement de pas être sincères avec ce qu'ils font, de faire des flops sur des toiles alors qu'ils en ont jamais fait dehors, et de les vendre parce que finalement ils sont dans une démarche plus commerciale. Peut-être que je me baserais sur le modèle de l'art contemporain où pour l'instant on est au balbutiement du street art, et du coup je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se mettre à faire du street art. Mais on parlait de numérique, et les jeunes générations sont baignées très tôt dans le numérique, et du coup il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'orienter vers le numérique, et le numérique c'est finalement l'opposé de la rue parce que tu es chez toi. Et du coup, tu restes chez toi à créer chez toi. Et donc, on va peut-être avoir une période très forte avec beaucoup de street art. Et après, tu auras une période peut-être d'art numérique ou d'art digital qui va vraiment supplanter le street art, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de gens qui vont en faire. Je pense que c'est aussi une quantité de personnes qui en font. Je suis pas non plus vraiment spécialiste pour savoir qu'est-ce qui fait finalement que l'art contemporain est venu à un moment. Est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait simplement des galeries qui ont commencé à en vendre, et en même temps, l'art contemporain a été beaucoup soutenu par certains gouvernements. Donc après, si le street art est soutenu par certains gouvernements parce qu'ils y voient un intérêt, peut-être qu'effectivement, il y aura de plus en plus de street art jusqu'à ce que quelque chose remplace le street art. Et voilà.